mais je te propose en effet que nous commencions. Et Eh ben, c'est parti alors. l'heure. Eh ben, c'est parti. Donc, mesdames, messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus à ce webinaire organisé par le Conservatoire national des arts et métiers en Grand Est et à la Fédération Sinov. Alors, j'ai plaisir à vous accueillir à l'occasion de cet événement dont l'ambition est de vous offrir un temps fort de partage, d'analyse autour des métiers de l'ingénieur du BTP et de leurs évolutions. Nous serons plus spécifiquement concentrés sur les métiers d'ingénierie, de la coordination, de la construction. Alors, pourquoi cet événement en cette fin d'après-midi? Il s'inscrit tout simplement dans la dynamique d'un travail engagé depuis plusieurs années déjà par le CNAM en Grand Est et la Fédération Sinov avec le soutien de l'OPCO Atlas, l'opérateur de compétences. Un travail longitudinal qui répond à une logique et à une intention claire, je crois, qui est d'accompagner les transitions auxquelles font face tous les secteurs de l'économie. Les métiers de l'ingénierie sont particulièrement confrontés, bien évidemment, et principalement sur les plans environnemental et numérique, pour ne citer que ces deux éléments. Nous avons devant nous à peu près 60 minutes, donc une heure, pour engager ensemble une réflexion concrète qui va s'inspirer de l'étude de l'ingénieur des transitions réalisée sous l'égide du CNAM en Grand Est. L'enjeu est clair, mettre tous les acteurs au diapason, entre guillemets, pour mettre en adéquation les besoins des entreprises et la formation des ingénieurs dans sa globalité, tout en répondant bien sûr aux grands enjeux sociétaux. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, de vous présenter nos speakers qui ont gentiment accepté de prendre leur précieux temps pour être avec nous ce soir. Je voudrais juste préciser un petit point d'organisation. Vous en avez l'habitude certainement. Vous pouvez en effet profiter de la fonction chat mise à disposition par les organisateurs pour poser vos questions ou tout simplement nous apporter une information qui serait utile à nos échanges. Je ferai le maximum pour suivre ce chat en même temps que j'assurerai l'animation afin de proposer quelques-unes de vos questions ou interpellations à nos invités si nous en avons le temps. Mesdames, messieurs, j'espère que vous êtes tranquillement installés en terrasse. C'est vrai que c'est l'époque, ou ailleurs, pour suivre et participer à nos échanges qui vont débuter maintenant. Je voudrais évidemment démarrer ce webinaire en donnant la parole à celle qui représente la puissance invitante pour vous accueillir un peu plus officiellement. Bonsoir Véronique Pfister, heureux de vous accueillir. Comment ça va ? Ça va bien. Bonsoir Guy. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire de restitution de cette étude. Alors, je précise à notre auditoire que vous êtes la directrice du développement des partenariats et des territoires du CNAM en Grand Est. Alors, chère madame, en guise d'introduction à notre réflexion du jour, est-ce que vous pourriez nous resituer un peu plus précisément les enjeux du travail que vous avez entrepris depuis plusieurs années déjà, je l'ai dit, sur la thématique de l'ingénieur des transitions, en lien étroit avec la Fédération Sinov et le soutien de l'OPCO Atlas? En effet, et ces trois partenaires que tu viens de citer réfléchissent à l'évolution de la formation des ingénieurs pour répondre aux nouvelles compétences qu'appellent les transitions numériques, environnementales, sociales, organisationnelles. On pourrait même dire aujourd'hui sanitaires. En ce sens, le CNAM en Grand Est a entrepris une démarche partenariale et opérationnelle qui vise à identifier les besoins et les attentes sur les compétences de l'ingénieur de demain. Et pour identifier ces compétences attendues, le CNAM en Grand Est, donc toujours en lien avec la Fédération Sinov et avec le soutien financier de l'OPCO Atlas, a lancé une série d'études destinées à préciser les besoins des entreprises et en déduire les recommandations concernant les formations d'ingénieurs en général et celle du CNAM en particulier. Alors, il y a eu une première étude fondatrice qui se nomme d'ailleurs ingénieur des transitions, qui a permis de définir les compétences clés des ingénieurs de demain. Donc, très rapidement, ces 5 compétences clés qui ont été identifiées. D'abord, naturellement, l'expertise métier, puisque l'ingénieur devra toujours avoir une culture scientifique et technique extrêmement importante. Poussée.
poussée. Deuxième compétence, l'ouverture d'esprit pour être en interaction constante avec des individus au profil différents, multiculturels, multispécialistes, multi-approches. Il devra savoir faire preuve d'influence, puisqu'il regroupe tous les aspects relationnels de la vie de l'ingénieur, la communication, le travail en équipe, le management, la sécurisation, parfois même la vente, l'agilité, pour être rapide, réactif, créatif, adaptable dans un monde qu'on a identifié et qu'on voit bien de plus en plus orientalisé. Enfin, la responsabilité. Naturellement, l'ingénieur est un cadre, il est un responsable, mais peut-être encore plus quand il intervient dans des petites et moyennes structures, puisqu'il doit être en capacité d'être un peu, je dirais, le couteau suisse. Il manage une équipe, il prend des décisions tout en devant être en mesure d'appréhender et de prévoir les risques sur le moyen terme. Donc, plusieurs études métiers ont été lancées, dont celle qui nous réunit aujourd'hui, et vous pouvez toutes les retrouver sur le site ingénieur des transitions. Voilà. Alors, Véronique Pfister, je pourrais simplement rappeler, et je ne doute pas que ça va vous inspirer, que le mot ingénieur rime avec le mot CNAM, et depuis près de 100 ans. Le premier ingénieur CNAM, c'est 1924. On parle ici de l'ADN de votre institution. Ingénieur rime avec CNAM et CNAM rime avec ingénieur, puisque nous avons formé de très nombreux ingénieurs. Nous continuons à former avec des modalités très variées en cours du soir, pour tous les actifs qui cherchent à monter en compétences par le biais de la formation à distance et de l'alternance. Et à ce titre, on continue naturellement, nous aussi, à travailler autour du fruit de ces études et mettre en opérationnalité ces recommandations autour de ces 5 expériences clés. Et à ce titre, nous bouclons cette année une expérimentation d'un cycle de 3 ans qui vise à faire travailler nos ingénieurs de 4 filières sur des projets transverses fournis par des entreprises. Donc, ce sont des projets réels où nous faisons appel à ces 5 compétences clés. Nous travaillons autour de ces 5 compétences clés que j'ai évoquées précédemment. Et cette expérimentation fera notamment l'objet aussi d'un webinaire où vous serez naturellement tous invités. Eh bien, on prend date. On prend date. Merci, on suivra tout ça. Merci beaucoup, Véronique Pfister, pour ce message qui replace très précisément les enjeux que revêt la dynamique des transitions dans lesquelles votre institution s'est engagée avec une réelle anticipation, on peut le dire, pour proposer une offre de service, on va dire, cohérente, adaptée aux nouveaux besoins des entreprises de l'ingénierie, et ce, en lien avec le monde professionnel, ici plus précisément, évidemment, avec la Fédération Sinov et l'ensemble de ses composantes. Alors, je voudrais justement interpeller l'un de ces éminents représentants qui est avec nous en cette fin d'après-midi. Bonsoir, d'un miracle. Soyez le bienvenu parmi nous. Comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. Alors, je précise à notre public que vous présidez aux destinées de Sinov Ingénierie, qui est l'un des 13 syndicats de la Fédération Sinov. J'espère que j'ai bien compté. Dans le civil, vous dirigez le bureau d'études Manexi, qui est basé du côté de Boulogne-Billancourt. Alors, cher monsieur, le CNAM et la Fédération Sinov, c'est déjà une longue et fructueuse histoire. Ça vient d'être rappelé. L'enjeu de cette coopération est clair. C'est préparer demain, en quelque sorte, avec le concours des professions directement actrices des transitions dont on parle. Est-ce que vous pourriez, en quelques minutes, nous relater ce travail de fond et nous dire comment il s'inscrit dans la stratégie de votre branche? Merci en tout cas d'être avec nous. Écoutez, en fait, d'abord, je suis très heureux d'être là. C'est un travail absolument fondamental, puisque les transitions, c'est un enjeu majeur pour notre profession. Et donc, évidemment qu'on est très heureux de ce partenariat et qu'on est très actif. Pour resituer l'enjeu, peut-être un mot sur rappeler un peu qui est Sinov, parce que enfin, tout le monde ne le sait pas, mais on est un des 2 représentants de la branche BETIC qui regroupe les métiers de la prestation de services intellectuels, du conseil, de l'ingénierie et du numérique. Ça veut dire qu'à travers ces différents métiers, en fait, on a une approche transverse
est vraiment multitechnique des enjeux sociétaux. Et donc, on est complètement en prise avec les transitions. Et c'est pour ça que c'est important de le rappeler. Et effectivement, il y a 13 syndicats qui regroupent 13 métiers différents et 15 chambres régionales. La branche Bétique, c'est 1 million de salariés, 140 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 70 000 entreprises, et 97% de ces entreprises sont des TPE-PME. Donc tout à l'heure, on parlait de petites structures qui peuvent rencontrer des problématiques assez concrètes d'ingénieurs omniscients ou polyvalents, etc. On est vraiment dans le cœur du sujet, c'est-à-dire que 97% des entreprises emploient moins de 50 salariés. Donc on est sur des problématiques concrètes de compétences. Concernant le partenariat avec le CNAM, en fait, ce qui est important ou intéressant de noter, c'est qu'on l'a initié pas n'importe comment. Il est parti du think tank du SINOV qui s'appelle Sinovaction. Sinovaction. Ce qui est très important, parce que ça veut dire que c'est quand même, voilà, c'est un lieu où on essaye de se projeter un petit peu. On fait un peu de prospective avec des acteurs aussi divers que des écoles, des assureurs, des industriels, de l'ingénierie, etc. Et donc, on essaye de réfléchir tous ensemble à quels sont nos enjeux et comment on peut y répondre. Et donc, l'enjeu de l'évolution du métier de l'ingénieur, en fait, est apparu comme étant absolument crucial. Et donc, ce sujet a été lancé. Il a abouti sur un certain nombre de publications et quelques articles d'importance. Et enfin, concernant Sinov Ingénierie, comme vous le disiez, effectivement, je préside Sinov Ingénierie. Je suis moi-même directeur général d'un bureau d'études et moi-même ingénieur. Et donc, je mesure pleinement l'évolution sociétale à laquelle on assiste, notamment l'ensemble des transitions, qu'elles soient écologiques, numériques, économiques, alimentaires, que sais-je. En fait, on a vraiment dans un bouleversement. Et on a bien conscience tous ensemble que les formations d'hier ne répondent pas tout à fait aux enjeux d'aujourd'hui. Qu'il est important de travailler à la source pour former des ingénieurs à la fois complètement adaptés aux enjeux d'aujourd'hui, mais aussi en capacité d'accompagner le changement et de s'adapter aux enjeux de demain. Et donc, on est très, très motivé par ce partenariat et très, très motivé par le sujet qui est une de nos problématiques majeures. Damien Racle, merci pour cette intervention très, très efficace. Comment c'est le faire dans votre métier? Alors, plus sérieusement, merci de nous avoir rappelé les grands enjeux qui occupent les réflexions de votre syndicat. Ils sont parfaitement en ligne avec le travail qui va nous être présenté maintenant, car justement, à l'instar de Véronique Pfister, il y a quelques minutes, vous évoquiez la récente étude métier réalisée entre le CNAM Grand Est et la fédération Sinov avec le soutien de l'OPCO Atlas, étude qui s'est notamment focalisée sur les métiers de la coordination de la construction. Alors, on va s'arrêter sur cette thématique et proposer maintenant une présentation des résultats de ce travail d'investigation mené au second semestre 2020. Alors, c'est avec Stéphane Jean-Gérard que nous allons en découvrir tous les enseignements. Bonsoir Stéphane, soyez le bienvenu, cher ami. Comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Alors Stéphane Jean-Gérard, vous êtes chef de projet partenariat et relations internationales au CNAM en Grand Est. Il va vous falloir relever un vrai défi, comme savent le faire les ingénieurs, celui de nous dire en une dizaine de minutes tout ce que cette étude métier peut nous apprendre en matière d'évolution d'un métier d'ingénieur à multiples facettes. On l'a vu en introduction, celui de coordinateur de la construction. Alors, ce sera une excellente base sur laquelle on pourra ensuite nous appuyer pour dialoguer utilement avec notre panel d'invités. Alors, si vous êtes prêts, je vous cède la parole. Merci beaucoup, on vous écoute. Alors, effectivement, il y a déjà pas mal de choses qui ont été dites en introduction, mais je vais vous présenter l'étude qui a été menée donc, par le CNAM et le cabinet Goldstein de l'innovation pour sa collaboration. Donc, vous le voyez bien? On voit le partage. OK. Donc, le contexte, il a été rappelé. Donc, le CNAM et le SINOV réfléchissent à l'évolution des formations d'ingénieurs pour répondre à toutes sortes de transitions, justement, qui a fait l'objet d'une première étude en 2017. Donc, l'ingénieur des transitions, comment ce corps de métier évolue. Donc, cela a permis l'élaboration d'un kit pédagogique qui se retrouve sur un site internet qui s'appelle ingénieurdestransitions.com, où on peut voir effectivement tout le parcours de réflexion et tout ce que cela implique.
Donc, l'étude a été étendue à d'autres métiers, donc coordinateur de la construction qui fait l'objet du webinaire d'aujourd'hui, et un suivant qui sera le 24 juin, mais on en parlera plus tard, sur l'ingénieur des fluides. Donc, la méthodologie d'enquête et le calendrier a été le suivant. Alors, les résultats issus de l'exploitation d'un nombre limité mais représentatif du milieu et des adhérents SINOV permettent, cela dit, d'avoir des résultats qui sont quand même assez probants et représentatifs. Donc, sur le second semestre 2020, donc avec une prise de contact avec les référents, des fichiers, une préanalyse documentaire et une préparation à un questionnaire qui a été diffusé auprès des adhérents, des référents métiers, etc. Le tout avançant entre août et décembre jusqu'à l'élargissement à des professionnels hors SINOV, des points intermédiaires, un comité de pilotage CNAM qui a permis d'accomplir vraiment un résumé et de livrer l'étude en temps et en heure au mois de décembre 2020. En termes de contexte socio-économique du métier de la coordination de la construction, l'étude, il ressort de l'étude que c'est un secteur dynamique, concerne 300 000 entreprises, dont 92% ont moins de 20 salariés. Donc, c'est ce qu'on disait juste avant, ce sont des petites structures. Dans le monde, ça représente 100 millions d'emplois, dont 1,2 million d'actifs en France, soit 900 000 salariés et près de 300 000 artisans. Ce sont des chiffres qui sortent du CECI de 2007. L'ingénierie de la construction, c'est au sein du BTP 46% des effectifs totaux et 114 000 salariés en 2015. Et c'est un nombre qui va en croissant. Donc, deux transitions majeures qui sont ressorties de cette étude. Donc, une transition énergétique qui est le résultat du Grenelle de l'environnement de 2007, de la loi énergie pour le climat, où on vise une neutralité carbone en 2050. Donc, l'idée, c'est vraiment d'agir sur les bâtiments, sur l'ancien, sur le neuf, mais surtout sur le neuf en diminuant l'impact sur le climat, en améliorant la performance énergétique et en garantissant la construction de logements adaptés aux conditions climatiques futures, donc avec le réchauffement climatique qui s'ensuit. Une transition numérique où il y a une conjoncture et des opportunités par rapport aux travaux qui sont demandés par le pouvoir public. C'est un secteur concurrentiel qui a une double contrainte, c'est-à-dire une expertise de pointe sur des outils de chantier 4.0 et une diminution des coûts pour rester toujours plus compétitif. Et donc, cela engendre un besoin de compétences nouvelles pour accompagner le développement des entreprises. La coordination de la construction, c'est 3 métiers. C'est un jargon où on divise en 3 métiers, donc le coordinateur OPC, donc organisation, pilotage, coordination chantier, le coordinateur sécurité, protection, la santé, et le maître d'œuvre en d'exécution, donc MOX. Le coordinateur OPC, il est directement adossé à une loi, donc la loi MOP de 1985. Il est chargé sur un chantier d'assurer la liaison entre l'ensemble des intervenants de la construction et de permettre la livraison des ouvrages conformément aux prescriptions du marché. Donc, c'est vraiment un cadenceur sur le chantier. Donc, il planifie, il suit les opérations, il gère les coûts et les ressources et il gère les activités directement sur le chantier. En termes d'évolution, il ressort de l'étude que l'OPC sera vraiment impacté par les nouvelles technologies telles que le BIM, où la terminologie va changer en ordonnancement, pilotage et coordination assistée par ordinateur. Les évolutions actuelles impliquent qu'il y aura effectivement de lourds investissements à faire en termes de formation et de moyens pour mettre à jour, toujours à jour en fait, ce corps de métier, et puisqu'il s'agit d'un acteur stratégique pilote de chantier. Le coordonnateur SPS, il est aussi adossé à une loi, donc 93-418 du 31 décembre 93, pour être précis. Il est sous la responsabilité du maître d'ouvrage, mais reste en appui du maître d'œuvre. Donc, il assure la coordination d'un chantier sous l'angle de la sécurité et de la protection des collaborateurs sur chantier.
Donc, il met en œuvre toute une politique de qualité, hygiène, sécurité, environnement, en fait, hein, sur le chantier. Donc, il est chargé d'élaborer un plan de sécurité et de prévention, de déployer ce plan sur le chantier et de contrôler son application durant les opérations. Enfin, le coordonnateur MOX, donc maître d'œuvre d'exécution, est un peu un mix. Il coordonne un peu, il fusionne un peu toutes ces fonctions. Il est garant du process dès la phase en amont du chantier. Il gère la partie toute opérationnelle, valide les modifications tarifaires. Il a vraiment un regard critique sur le chantier en préparant les plannings, en gérant l'ensemble, en coordonnant les entreprises intervenantes sur le chantier. Et il veille au respect des règles de sécurité. C'est là où, effectivement, il fusionne un peu les deux parties précédentes. Donc, en termes d'évolution, comme je disais, l'OPC cadence le chantier, le maître d'œuvre d'exécution contrôle la réalisation. Il doit avoir une appétence pour les travaux, avoir une capacité à déceler les non-conformités, et vraiment un acteur. Donc, pendant l'étude, les trois métiers ont bien été représentés. On remarque effectivement que pour l'instant, les ingénieurs OPC sont plutôt majoritaires, sachant que le maître d'œuvre d'exécution relaie l'OPC et le SPS. Cela dit, le SPS peut avoir un champ plus large en devenant effectivement un accompagnateur de clients et d'entreprises. Il doit avoir des compétences en droit et notamment du travail. Donc, au niveau des études, ces métiers sont soumis à un cadre réglementaire assez strict et donc à des normes précises à ingérer et à faire appliquer. Ces métiers sont accessibles par la formation initiale et professionnelle, par un Bac+2 dans le secteur du bâtiment, complété par une expérience professionnelle de 5 ans, une formation universitaire, donc +2 à +5, donc DUT, licence, master, et les écoles d'ingénieurs. Au niveau des recrutements, les compétences techniques demandées en entreprise sont les suivantes. Donc, connaissance des normes, comme je disais, des procédures QHSE, le management des processus liés à la gestion des risques, processus liés à la santé, sécurité au travail, la gestion de projet, la gestion budgétaire, les codes des marchés publics. Et là où ça pêche un peu, souvent, c'est la maîtrise des outils informatiques, notamment liés aux nouvelles technologies, le démarchage des clients prospects, donc être commercial dans l'âme et récupérer des nouveaux clients, et être dans une démarche d'amélioration continue, toujours évoluer et améliorer ses chantiers. Les compétences personnelles demandées en entreprise sont l'esprit d'équipe, le leadership, l'analyse, la synthèse, faire preuve de rigueur, et ce qui est un peu lacunaire, c'est la communication et l'aisance relationnelle et faire preuve de flexibilité. C'est-à-dire qu'on a souvent affaire à des techniciens qui connaissent très bien la technicité de leur métier, mais quand il s'agit d'être un peu plus ouvert et d'être omniscient, comme on disait juste avant, c'est là où il peut y avoir effectivement un manque de transversalité. Donc, effectivement, l'écart entre le besoin du marché et les formations dispensées se porte principalement sur ce qu'on appelle les soft skills et la capacité d'adaptation dans des domaines qui ne sont pas techniques. Et en fait, la capacité d'adaptation permettrait de cumuler les postes d'OPC, de MOX et de SPS. Et l'étude révèle effectivement, là, on le disait juste avant encore, que 80% des recruteurs sont des TPE, PME qui sont dans les bureaux d'études et la mise en œuvre de réalisation de projets. Donc, les évolutions à venir, effectivement, ce sera piloter, planifier, manager des projets, adapter en permanence les chantiers aux évolutions technologiques, intégrer la dématérialisation et maîtriser les nouveaux outils numériques comme le BIM ou les imprimantes 3D pour les maquettes. Les évolutions à venir, c'est s'adapter à la gestion de crise, sous la pression imposée sur les chantiers, avoir des compétences managériales avérées, disposer de qualités personnelles, donc toujours ce côté un peu commercial, être à l'aise avec le lead management et maîtriser une langue étrangère en contexte professionnel. On a de cesse à le dire auprès de nos élèves ingénieurs qu'il faut maîtriser l'anglais.
Pour conclure, donc, le coordonnateur orchestre, planifie, puis fait faire. Il a des compétences humaines et relationnelles qui lui sont fondamentales. Elles sont souvent délaissées dans les formations techniques des ingénieurs. Et dans le métier, on a le sentiment, non pas d'une mutation brutale, mais d'une mutation progressive de ces métiers du fait des transitions numériques. Et donc, ce n'est pas vraiment une rupture, mais plus une continuité. Merci pour votre attention. Merci pour cette présentation, Stéphane Jean-Gérard. L'exercice n'est jamais évident. En si peu de temps, vous avez parfaitement su nous mettre en exergue des points clés, je crois, qu'il faut retenir de cette étude métier dont on comprend clairement les évolutions assez nettes et assez rapidement aussi qui vont impacter les métiers d'ingénierie. C'est déjà le cas, en particulier ceux de la coordination de la construction. Je le précise car d'autres métiers ont été étudiés, Madame Pfister l'a évoqué, feront l'objet d'autres temps forts, nous vous en informerons bien sûr. Alors, du coup, je crois que tout est en place pour approfondir tous ces éléments par le biais d'une discussion que je vais avoir le plaisir de conduire maintenant avec de belles personnalités qui ont accepté de prendre un peu de leur temps pour être avec nous, pour être avec vous. Alors, je vous les présente tout de suite. Mohamed Lachi, bonjour et très heureux de vous accueillir. Comment ça va? Bonjour, messieurs, dames. Tout va bien? Eh ben, super. Cher monsieur, vous êtes professeur des universités à l'URCA, l'Université de Reims-Champagne à Ardennes. Vous êtes également enseignant référent de la filière ingénieur BTP au CNAM Grand Est. Alors, un mot peut-être pour compléter ce trop court portrait, notamment pour préciser votre rôle d'enseignant référent au CNAM. Voilà, donc en tout cas, je suis enseignant dans la filière qu'on appelle FIB BTP, donc ingénieur en bâtiment et travaux publics et ingénierie. Je suis enseignant depuis la création de cette formation. Avant, elle était gérée par un collègue qui est parti en retraite qui s'appelle Gilles Pernaud. Et puis, il y a 5-6 ans en arrière, donc il est parti en retraite et donc je l'ai remplacé dans cette formation. Donc, ça fait depuis 1993, cette formation d'ingénieur par alternance donc existe. On a été évalué 6 fois par la CTI et donc renouvelé en tous les cas 6 fois. On est à peu près à plus de 500 étudiants ingénieurs BTP de façon générale qui sont sortis de cette école. Puis voilà un petit peu, grosso modo. On va en parler bien sûr plus précisément dans un instant. Merci beaucoup. Guéric Godec, bonjour, soyez le bienvenu. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, bonjour à tous. Alors, très heureux de vous accueillir dans ce webinaire en tant que tout jeune directeur de CICAD, une société du groupe Ingérop. Vous êtes implanté à Montreuil, aux portes de Paris. Je précise que vous êtes membre Sinov Ingénierie, syndicat donc, des professionnels de l'ingénierie dans la construction. On a entendu votre président tout à l'heure. Un mot peut-être sur votre engagement et votre action au sein de Sinov Ingénierie. Pourquoi vous êtes engagé? Déjà un mot sur Sinov pour compléter ce que disait Damien sur Sinov Ingénierie. Avec plaisir. Un petit point d'historique, c'est que Sinov Ingénierie est le regroupement de 3 syndicats. Ça s'est fait assez récemment, qui regroupait des bureaux d'études de la construction. Donc le syndicat Sinov Construction, Sinov Infrastructure et Travaux Publics et Sinov Coordination, dont je faisais partie et dont CICAD, ma société, faisait partie. Et donc, c'est à ce titre-là que j'ai participé à l'étude. C'est pour moi important de participer à ce syndicat professionnel parce que ce syndicat a des missions à la fois plusieurs missions qui sont importantes, des missions de représentation auprès d'instances de réflexion ou de décision. Donc, c'est toujours important de porter la voix de des adhérents et sur des sujets d'évolution de normes ou de législation, des choses comme ça. Et puis, il y a les services du syndicat et de la fédération en général. Et ça, on en a fait une expérience concrète pendant la crise du Covid sur l'aide que pouvait nous apporter l'accompagnement, la compréhension. Et puis des échanges d'une façon générale. Donc voilà, c'est ça qui me pousse à participer. Merci pour cette première réponse. Je reviens à vous dans très peu de temps. Margot Andrès, bonjour, merci d'être avec nous en cette fin d'après-midi. Tout va bien pour vous? Bonjour, oui, ça va très bien, merci. Alors vous avez, si je puis dire, une double casquette avec un pied à l'école, l'autre pied dans l'entreprise. Vous êtes en effet élève ingénieur au CNAM Grand Est en dernière année d'apprentissage dans la spécialité BTP, parcours transition
numérique et environnementale. Vous effectuez votre apprentissage au sein de la société KS Construction, une filiale de KS Group implantée à Bischheim, tout près de Strasbourg. Alors Margot Andrès, quelques mots complémentaires peut-être sur ce groupe dont l'une des spécificités est de couvrir à peu près tous les métiers de la filière du bâtiment. On va de la conception jusqu'à la promotion, c'est ça? Oui, c'est exactement ça. En fait, KS Group a maintenant plus de 60 ans d'expérience dans tous les métiers de la construction, que ce soit l'électricité, enfin voilà, la plâtrerie, enfin tous les métiers de la construction. Ils ont su être très flexibles par rapport aux différents marchés. Donc c'est pour ça que KS Construction très particulièrement propose des prestations autant de logements que de bâtiments tertiaires. C'est un peu la mine d'or actuelle. Et donc voilà, c'est une société qui est vraiment basée sur une stratégie d'embauche sur de l'apprentissage. Donc, ils aiment beaucoup former des jeunes et à leurs standards et ensuite donc les embaucher. On va en parler et on espère que vous serez embauchés définitivement. Vous nous en parlerez peut-être tout à l'heure. Alors, un très grand merci à tous les trois d'être avec nous. On va profiter au maximum de votre présence, vos expertises, vos expériences. Si vous en êtes d'accord, on pourrait peut-être faire un premier tour de table pour recueillir vos premières réactions et peut-être analyse déjà après cette présentation sommaire mais précise de l'étude métier que vient de nous faire Stéphane Jean-Gérard. Quel est l'enseignement peut-être le plus marquant que vous en retirez? Je commence peut-être avec vous, Guéric Godec. Vous avez d'ailleurs participé, vous l'avez rappelé, au panel des entreprises interrogées. Oui, il y a 2 points qui m'ont particulièrement marqué. Le premier, c'est la confirmation de l'éventail de compétences qui est nécessaire dans les métiers de la coordination et qui ne fait que s'élargir finalement avec les évolutions du métier. Et on en reparlera plus en détail. Et puis un autre aussi qui est que c'est un métier porteur, parce que finalement les entreprises qui ont répondu sont plutôt optimistes sur l'avenir et je pense à juste titre de la profession. Et pourtant, c'est un métier qui a très peu de visibilité, notamment dans les écoles, dans les universités, et qui bénéficie pas d'une formation propre, en tout cas d'une formation initiale propre. Donc, ça me paraissait intéressant de voir ce point. Merci. Et vous, Margot Andrès, qu'est-ce que vous retenez des éléments qui viennent de nous être présentés? Qu'est-ce qui vous a interpellé? Rien ne m'a particulièrement interpellée parce que c'est vrai que c'est… D'accord, je retire ma question. Non, mais en réalité, c'est vrai que ce qui a été dit, je le vois tous les jours, c'est que d'un point de vue environnemental, généralement, donc KS Group arrive bien à s'adapter aux contraintes donc des RT ou des RE, la RE 2020. Mais c'est vrai que d'un point de vue outils numériques et formation vers le numérique, les entreprises sont généralement en demande de jeunes qui sont spécialisés là-dedans. Et, ils ont un peu de mal à se mettre à ça. Donc, je pense que c'est aussi des standards du BTP qui sont bien en place et qui ont du mal à changer. Très bien. Mohamed Lachi, avant d'entrer dans une analyse un peu plus poussée des évolutions qui ont été évoquées, et la manière de faire pour réaliser aussi l'accompagnement de ces évolutions, qu'est-ce que vous retenez de cette étude métier? Avec le micro, ce sera mieux. Désolé, excusez-moi. Donc, je disais, au fait, on découvre quand même que le métier dans le BTP, quel que soit le domaine, évolue. Ça touche quand même à pas mal de spécialités. Généralement, dans nos formations d'ingénieurs, on essaie un petit peu de brosser de façon générale pour qu'ils aient des connaissances partout. Et c'est vrai, il y a certains domaines qui sont un petit peu mieux lotis que d'autres, ou certaines spécialités qui sont mieux loties que d'autres. Et peut-être qu'au fait que par cette enquête et par rapport à ce qu'il avait présenté notre collègue Stéphane, on voit quand même qu'il y a aussi des métiers qu'il faut pousser vu le changement qui nous est imposé en quelque sorte. Il faut qu'on s'adapte parce que ce n'est pas nous qui choisissons, c'est plutôt les jeunes qui choisissent et c'est vraiment comment dire, la société qui propose. Nous, on est là pour présenter, pour proposer des outils pour arriver à ces objectifs-là. Eh ben, on va parler de tout ça. Merci pour ces premières réactions. Faisons un peu mieux connaissance. Alors, Guéric Godec, depuis le début de cette année, vous dirigez CICAD, on l'a dit. Vous, peut-être, comment va l'activité
en cette période, on va dire, un peu particulière? Elle se présente mieux que ce qu'on aurait pu espérer, enfin que ce qu'on aurait pu craindre. On observe quand même un petit ralentissement sur certains secteurs, notamment le secteur tertiaire. Mais voilà, les chantiers ont bien repris au milieu de l'année dernière, en 2020. Une fois que tous les sujets Covid ont été un peu mieux circonscrits, donc notamment grâce à certains coordonnateurs sécurité dont on a parlé, qui ont pris en main une bonne partie de ce sujet pour mettre en place les dispositions qui sont nécessaires et faire repartir les chantiers. Et voilà, la relance s'annonce bien. On croise les doigts pour vous. Alors, quels sont les métiers de SICAD? Quels sont vos marchés, vos clients? Alors, les métiers sont, déjà ceux qui ont été évoqués dans le cadre des métiers de la coordination, l'OPC, la maîtrise d'œuvre d'exécution. Chez SICAD, on ne fait pas de coordination SPS, mais ça a été le cas il y a une vingtaine d'années. Je rajouterai à ça peut-être les missions d'AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, qui regroupent aussi, qui sont quelque part intégrantes dans ces métiers de la coordination. Et nos clients, alors nous, SICAD, nous travaillons sur l'Île-de-France et dans le domaine du bâtiment uniquement. Mais tout type de bâtiment. Donc nos clients sont publics et privés, majoritairement privés pour 60%, 40% publics. On travaille sur tout type de secteur, donc le tertiaire, j'en parlais, le logement, l'hospitalier, le patrimonial, et essentiellement pour le compte de maîtres d'ouvrage ou de promoteurs, mais beaucoup aussi d'architectes directement, parce que l'architecte a un rôle clé dans la coordination de la conception, mais aussi du chantier. Et quand les chantiers sont un peu gros ou complexes, il fait appel à des spécialistes comme nous pour le seconder ou réaliser cette mission ensemble. On comprend bien. Alors, cher monsieur, quels sont actuellement les grands enjeux de votre secteur? Votre président en a rappelé quelques-uns, bien sûr, tout à l'heure. Quels sont ceux qui ont un impact, on va dire, direct et significatif sur votre activité, maintenant déjà? Alors, sur notre activité de bureau d'études à proprement parler, il y a bien sûr le niveau d'activité, hein, mais je vous disais que finalement ça se passe plutôt mieux que ce qu'on attendait. Et il y a aussi, en tant que bureau d'études, une certaine concurrence, on va dire, avec les grandes majors qui poussent beaucoup pour la réalisation de travaux en entreprise générale. Efforts dans ce domaine-là, et donc ça met un mal petit peu la coordination du côté de la maîtrise d'œuvre. Donc ça, c'est un sujet qui nous occupe. Et puis il y a ensuite tous les sujets de transition qu'on a évoqués. Alors, on a beaucoup parlé du numérique, et c'est vrai, on pourra peut-être venir dans le détail là aussi, mais les nouveaux outils qui se profilent en termes de, donc le BIM, on a beaucoup parlé, mais aussi les communications collaboratives, etc., ont tendance à changer les paradigmes de la manière dont on gère un projet, et on est directement impacté par ça. Et puis, c'est moins évident sur le sujet environnemental, mais en fait, les sujets environnementaux font qu'il y a de plus en plus de spécialistes dans ce domaine-là, et donc de plus en plus de spécialistes à coordonner, donc une connaissance à acquérir dans ces domaines pour bien les maîtriser. Donc, c'est vrai que ces deux points sont prégnants dans nos métiers également. Alors, Guéry Godec, on reviendra dans quelques instants sur les notions de compétences, en lien aussi avec le témoignage de nos deux autres invités, bien sûr. Alors, juste un point tout de même, dès maintenant, est-ce que vos besoins en ressources humaines sont actuellement correctement couverts, ou est-ce que vous avez des difficultés à trouver les bonnes ressources? Non, on a eu très très grosses difficultés à trouver des ressources dans les années 2018-2019 qui étaient assez fastes dans la construction et dans le bâtiment en particulier. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas parce que voilà, c'est un métier compliqué avec un panel de compétences. Ça, c'est un des enseignements aussi de l'étude, un panel de compétences très large. Et c'est difficile de trouver des gens qui sont immédiatement autonomes. Donc voilà, il y a un temps d'apprentissage qu'on mise beaucoup sur la formation interne, mais il y a des évolutions en formation initiale à faire. Merci. Marco Andrès, pourquoi avoir choisi de devenir ingénieur? Quelle image est-ce que vous aviez du métier, des métiers d'ingénieur avant de vous lancer dans vos études? Alors, pourquoi j'ai voulu faire ingénieur? C'était principalement pour faire du management, de la coordination des différents acteurs, voilà.
et aussi pour vraiment participer au choix de conception qu'on n'a pas forcément quand on n'est pas ingénieur ou manager. Ce que j'en voyais du métier d'ingénieur, c'est beaucoup de pluridisciplinarité, de la polyvalence, beaucoup. Un ingénieur, c'est vrai que c'est toujours très mobile, très flexible. Il est souvent sollicité pour son expertise au final dans n'importe quel domaine. Et c'est vrai que c'est des choses qui m'attiraient beaucoup et qui se justifient aujourd'hui dans mon apprentissage. Votre entourage vous a encouragé à aller dans cette voie? Oui, très, très largement, surtout que j'étais... C'était pas vraiment un sujet? Non, on va dire sur mes résultats scolaires, pardon, la question se posait pas forcément. Donc voilà. Alors justement, votre parcours entre le lycée et aujourd'hui, c'est quoi rapidement? Donc j'ai fait un bac S dans les sciences de l'ingénieur, spécialisé déjà dans tout ce qui est physique. Et ensuite, j'ai fait un DUT génie civil, donc un bac +2, et ensuite j'ai intégré le CNAM. Donc depuis 3 ans, hein, vous êtes au CNAM, ou presque 3 ans. Pourquoi avoir choisi cette école en particulier? Alors principalement parce que c'était la seule formation qui proposait et des transitions environnementales et numériques, et en plus de l'apprentissage. Donc ce qui permettait à l'entreprise où je suis actuellement de aussi répondre à certaines demandes que eux avaient. Alors, comment s'est passée cette année un peu spéciale? Je crois savoir que le travail, ou la qualité du travail n'a en rien souffert, j'ai mes sources, de la nécessaire distanciation. Alors, peut-être un bel apprentissage quand même en matière d'agilité, d'adaptation aux situations complexes, non? Oui, exactement. Et justement, ça forme bien aussi au métier d'ingénieur, parce que c'est vrai que moi, j'ai réussi à me débrouiller par moi-même. Quand on n'a pas le formateur à côté de nous, quand on a un problème, c'est vrai que ça nous demande de réfléchir un peu par soi-même et trouver des solutions différemment, ce qui représente un peu les compétences, oui, d'un futur ingénieur. Alors Margot Andrès, vous êtes apprentie chez KS Construction. Vous nous parlez un peu de ce que vous y faites, rapidement bien sûr, mais quelles sont vos responsabilités? Alors en fait, j'ai fait 2 ans en bureau d'études méthode, donc ce qui consiste à préparer tout ce qui est installation de chantier, optimiser les méthodes sur site, les modes constructifs, mettre en place tout ce qui est sécurité, voilà. Et depuis janvier, donc il y a une filiale qui s'appelle KS Promotion qui a été ouverte, donc qui développe des programmes immobiliers dans le cadre de parcs d'activités, où là, les missions sont bien plus diverses. Donc, je fais de la vente, je fais aussi du commerce, je vais autant faire des descriptifs techniques, assister la clientèle, faire des signatures avec les notaires sur Bref, vous êtes pluridisciplinaire déjà. Oui, exactement. C'est exactement ça. Dame Miracle, vous leviez la main tout à l'heure. Si vous souhaitez intervenir, je vous en prie. Oui, enfin, pardon, je voulais juste profiter de l'intervention de Margot d'abord pour la féliciter d'avoir fait le choix de cette filière, et pour rappeler qu'un de nos enjeux dont on n'a pas parlé en introduction, c'est aussi la féminisation du métier. Et que chez Sinov, on va faire énormément d'actions cette année autour de ce sujet-là, parce que effectivement, on a du mal à attirer les jeunes femmes sur un métier jugé un peu trop technique, alors qu'il y a des choses passionnantes à faire, et que ce que vient de raconter Margot en est la preuve éclatante. Il fallait le dire et c'était à vous de le dire. Merci, Président. Mohamed Lachi, en tant qu'enseignant, ça fait plaisir d'entendre ce témoignage rempli d'énergie, celui de Margot. Qu'est-ce que vous en dites? Tout à fait, tout à fait. Ben, écoutez, on voit que nos jeunes ont des têtes bien remplies, et ça fait plaisir, en tout cas. Puis, je rebondis un petit peu sur une petite remarque qu'a, soulevé notre collègue, M. Godec, concernant un petit peu le niveau, la formation initiale en quelque sorte. Et c'est vrai, ce problème-là, c'est qu'on est confronté à des changements de programme en tant qu'enseignant. Je veux dire, depuis le temps que je suis un petit peu dans l'enseignement, presque tous les 5-6 ans, on a un nouveau programme qui arrive. Et donc, il faut se rattraper, il faut reproposer d'autres programmes, il faut s'adapter, et ainsi de suite. Donc, il y a le programme des lycées qui ont changé. Au niveau des DUT,
on vient tout juste de terminer, donc de changer le programme. Et puis après, là, on est passé de 2 ans à 3 ans. Donc, on est obligé aussi de se réadapter. Pour vous donner un exemple, le programme, par exemple, du BUT, hein, le DUT en 3 ans, parce que je suis enseignant dans le département génie civil à l'IUT de Reims, eh ben, on a jusqu'à septembre, on a la nouvelle promo, et c'est qu'au mois de mai qu'on a essayé de terminer le programme de la première année. Donc, vous imaginez, on n'a même pas une vue sur ce qui nous attend pour la deuxième, la troisième année. Donc, on fait beaucoup de choses des fois dans l'urgence, et c'est vrai que tous ces changements, eh ben, ça touche quand même le niveau de base, les acquisitions de base. Bien sûr. On essaye par la suite de rattraper quand l'élève arrive en formation d'ingénieur où il faut essayer de tout remettre à niveau en quelque sorte. Alors justement, professeur, quelles sont les lignes de force des formations d'ingénieurs dans lesquelles vous êtes impliqué au CNAM, notamment sur les métiers de la coordination de la construction? Comment est-ce que vous préparez très concrètement les jeunes élèves à devenir des ingénieurs des transitions dans ce domaine? Ben, nous, au fait, dans nos formations, honnêtement, c'est pas vraiment, je veux dire, j'étais pas à l'origine des programmes, en quelque sorte, bien entendu. J'ai été parmi les gens qui ont participé, mais n'empêche que… Vous mettez les choses en œuvre. Ils avaient, voilà, exactement, ils avaient vraiment des idées beaucoup comment dire, ils étaient bien éclairés. Et puis, avec le CNAM, on a aussi cette possibilité de temps en temps d'introduire, par le biais de nos conseils de perfectionnement, des contacts avec les entreprises, et de rajouter certaines matières, de développer certaines choses par rapport à d'autres, et ainsi de suite. Et donc, ça nous a permis un petit peu toujours d'être un petit peu à la page. C'est comme, par exemple, je ne sais pas, tout ce qui est BIM, donc il y a 4-5 ans en arrière, on a commencé à s'y intéresser, c'était les débuts, il fallait quand même s'y mettre, et plein d'autres matières comme ça, qui au fur et à mesure, avec le contact avec les professionnels, et puis on se dit, ah oui, ça devrait être intéressant, ça devrait apporter un plus aux jeunes, et on a avancé de cette manière-là. Donc nos programmes ne sont pas vraiment figés, et c'est vrai, on a aussi par la suite l'autre, comment dire, bâton sur la tête de la CTI, la commission d'éthique d'ingénieurs, à qui nous surveille, et on doit répondre à ces attentes parce qu'on a quand même un cadre réglementaire à respecter pour ne pas partir dans toutes les directions, en quelque sorte. Bien sûr. Mohamed Lachi, on est bien d'accord, l'un des objectifs que vous ne perdez jamais de vue, je crois, c'est de former de futurs ingénieurs autonomes. Le mot a été prononcé tout à l'heure. Concrètement, exactement. Comment est-ce que ça se traduit? Comment est-ce que vous les préparez à gérer des situations plus transversales, entre guillemets? On a eu des exemples avec Margot Andrès tout à l'heure, voire des situations exceptionnelles. En tous les cas, nos étudiants, comme on disait tout à l'heure, c'est des ingénieurs généralistes dans le BTP de façon générale. Et donc, de par ça, ça leur permet d'avoir vraiment tous les outils pour pouvoir se débrouiller. En ce qui concerne, par contre, le travail qui est vraiment le plus important en entreprise, comme disait tout à l'heure aussi, je rebondis aussi, donc c'est en lien aussi par rapport à ce qu'a dit tout à l'heure notre collègue, M. Godec, c'est que nos étudiants, il faut un certain temps d'adaptation. Et ça, c'est quand même un petit peu un temps perdu. C'est pour ça que nos jeunes, maintenant, ils préfèrent aller vers les écoles d'ingénieurs où il y a de l'apprentissage derrière, mais parce qu'ils sont mis au fait tout de suite. Ils savent exactement ce qu'il en est. Ils ne restent pas sur des choses très théoriques. On a besoin, bien entendu, de la théorie pour les bases, c'est important. Mais par contre, savoir exactement, je ne sais pas si je fais telle chose parce que je sais qu'il y a une application derrière. Et donc, je vais la mettre en pratique et je suis surveillé par mon tuteur entreprise pour pouvoir bien l'appliquer, bien l'apprendre. Et ça, c'est quand même très, très important. Et il y a une relation, justement, vous parlez du tuteur, du maître d'apprentissage dans l'entreprise, et vous, le référent de la formation. C'est important aussi, cette relation. Exactement. Nous, par exemple, dans notre tutorat de l'apprentissage, on a toujours un enseignant, bien entendu, pour faire le lien entre l'école et l'entreprise. Mais par contre, le tuteur entreprise, c'est quelqu'un qui va vraiment s'engager à former notre jeune. Je ne sais pas, moi je suis en cours, quand je fais un cours, je fais mon cours, je fais mes examens, je note l'étudiant, et puis il y a un cadre réglementaire à respecter pour noter l'étudiant. À la fin, il y a une note qui sort, qui rentre dans sa moyenne, et puis on évalue ses compétences ou ses acquisitions en quelque sorte. Et en entreprise, donc c'est fait plus ou moins de cette manière-là. Ce n'est pas un étudiant qui va en stage et puis à la fin, bien entendu, c'est une autre façon de former. On envoie l'étudiant, il est sous la charge ou la responsabilité d'un ingénieur ou un conducteur ou un chef de chantier.
puis à la fin, il va nous faire un rendu de tout ce qu'il a appris. Alors que nous, dans notre formation, on a vraiment un suivi de cette formation sur les 3 années. Il y a vraiment un cadre en disant l'étudiant que doit apprendre la première année, durant cette première année, en entreprise. Eh bien, il y a un cadre, il doit apprendre telle chose, telle chose, telle chose. Par contre, il faut évaluer cet apprentissage, bien entendu. Donc, il doit apprendre certaines choses. Je prends un exemple bête, présentation d'une entreprise. Tous les étudiants, même nous, quand on était, tout le monde a vécu ça. Sauf que, au lieu de le laisser jusqu'à quand il va faire son rapport de stage, où il va nous récapituler un petit peu l'historique, ce que fait cette entreprise-là, eh ben, on va lui demander de regarder comment mettre, comment dire, il y a un objectif sur cette présentation-là de l'entreprise. Il va chercher les documents, il va se reprocher des bonnes personnes, on va lui donner tous les éléments. Il y a un cadre de rendu, il doit quand même rendre dans un cadre bien précis. Il faut qu'il apprenne à bien rédiger, à synthétiser, à bien présenter le travail. Et puis à la fin, il rend ce travail-là à son tuteur entreprise qui doit corriger acquis, non acquis ou en voie d'acquisition. Alors, je vois beaucoup Margot Andrés, je la regarde, elle opine souvent du chef, je vais l'interpeller. Est-ce que c'est vrai tout ça dans la vraie vie au CNAM? Qu'est-ce qu'on vous apprend au CNAM, madame? On parle BIM, on parle management, on parle communication, écologie, anglais, data. Dites-nous un peu tout ça. Alors oui, effectivement, on voit beaucoup de choses au CNAM. C'est vrai que la première année est très théorique, ce qui est un peu normal et ce qui rejoint un peu les formations initiales. Voilà, donc les maths, la physique, ce qui permet aussi… Ce sont les fondations. Oui, voilà, exactement. Ce que parfois certaines personnes qui vont en apprentissage, enfin dans une école en apprentissage, ont du mal à comprendre. Pour eux, il n'y a plus de théorie, alors que voilà, c'est quand même un peu les bases de l'ingénieur. Mais après, effectivement, c'est vrai qu'on apprend énormément de choses en apprentissage, en entreprise. Mais l'école ne peut pas effectivement tout cadrer et j'ai vu pour ma part parfois mon tuteur qui était un peu perdu entre les compatibilités de ce que demandait l'école et ce que, on va dire, moi je faisais dans mes missions en apprentissage. C'est vrai que parfois il y a des choses qui ne sont pas forcément compatibles et challenger un apprenti, imposer des challenges aux entreprises n'est pas toujours évident. Même si pour ma part, mon tuteur a toujours fait en sorte que j'ai les compétences et que je vois ce qu'il me fallait pour être une future ingénieure. Alors vous êtes plutôt en fin de parcours d'apprentissage, on l'a dit. Est-ce que vous sentez réellement capacité d'autonomie aujourd'hui pour assumer tout ou partie de votre fonction? Il semblerait que oui, avec tout ce que vous nous avez raconté tout à l'heure, mais est-ce que vous le confirmez? Quelles sont les compétences non techniques dont vous vous sentez qu'elles sont d'ores et déjà acquises? Alors oui, effectivement, je me sens, je ne veux pas paraître trop confiante, mais parce qu'il y a toujours des situations un peu pas évidentes à gérer, mais je me sens plutôt assez autonome aujourd'hui dans les missions qu'on me donne. Et c'est un peu comme ça aussi qu'on m'a testé et challengé depuis ces derniers mois. Après, les compétences non techniques, je pense que c'est surtout celles-là que j'ai acquises en entreprise. Ce sera par exemple effectivement la communication, savoir moduler son